On va pouvoir démarrer. Merci à tous ceux qui sont ponctuels. Voilà, donc bonjour à tous. Je suis Nicolas Langen, Startup Manager à Unitech, qui est une technopole bordelaise qui existe depuis plus de 30 ans. Et j'ai préparé ce webinaire avec mon cher collègue Anthony Leblesse, qui est également Startup Manager, et Marion Clavry, qui est chargée d'accompagnement à la technopole Heliopark, qui est à Pau. C'est donc le 3e épisode de notre série consacrée à l'Open Innovation, qui est organisé par le réseau Nouvelle-Aquitaine Technopole, le réseau NAT. Je vais faire une petite présentation du réseau NAT. Alors, le réseau NAT, c'est 10 technopoles qui sont labellisés par le RETIS dans la Nouvelle-Aquitaine. On représente une quarantaine de filières d'excellence. On accompagne plus d'une centaine d'entreprises chaque année. Et on a une feuille de route qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat du coup dans notre belle région. Et il y a plusieurs actions qui en découlent. On aide notamment les startups à aller à l'international avec un programme qui s'appelle Sirène Startup, un programme également d'accélération et de préaccélération qui s'appelle Upgrade. Et on participe conjointement à plusieurs événements comme le Forum de l'investissement Innovadé qui aura justement lieu le 7 décembre prochain. Et on a plusieurs actions ciblées, notamment sur l'entrepreneuriat étudiant et l'open innovation, le sujet de ce jour. Le cycle de webinaires sur l'innovation ouverte, c'est 4 webinaires. Donc aujourd'hui, c'est le troisième, pardon, et le prochain aura lieu le 28 novembre. C'est un moyen de se nourrir de témoignages de retours d'expérience de startups et de grands groupes sur la collaboration. C'est un dispositif aussi qui permet d'insuffler une dynamique régionale et puis de créer des nouveaux contacts, un réseau. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter suite à ce webinaire si vous avez des questions sur l'Open Innovation et voir comment le réseau NAT peut vous accompagner. Au programme de ce jour, donc nous allons avoir une intervention d'intervenants que nous remercions forcément de leur présence, que je vais présenter juste après. Donc pendant 30 minutes, ils vont pouvoir présenter leur démarche d'innovation avec des grands groupes, notamment Enedis. Il y aura également 15 minutes de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, parce que vos micros et vidéos sont coupés pour plus de confort, mais vous pouvez poser vos questions directement dans le chat et Anthony se chargera de les poser à la suite de l'intervention. Et on prendra également 5 minutes pour vous annoncer la suite des événements. Un grand merci du coup à Julien Najac et Paul Rouanet d'Enedis Lab qui vont nous présenter leur démarche de concours. Pierre-Jeanne Dizard qui va également faire bénéficier de son expérience suite à cette collaboration. Nous avons également Daniel Mirandé-Rey d'Enedis qui va partager aussi son expérience d'accompagnement de startups ST37 et Atout HSE, représentés par Caroline Riquelme et Olivier Casalet. Je vais tout de suite laisser la parole donc à Enedis Lab, à Julien Najac et Paul Rouanet qui vont vous présenter leur démarche de concours comme point de départ d'une collaboration grand groupe startup. Merci et à tout à l'heure pour les questions. Voilà, bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez, Nicolas? Est-ce que tu peux me confirmer là, que le son est bon? C'est parfait. C'est parfait, impeccable. Bon, merci à nous donner l'occasion de présenter en quelques mots la démarche innovation Enedis et puis plus en détail quelques éléments sur le concours, un concours startup qu'on a lancé donc l'an dernier avec Unitech. Tu peux passer à la diapo suivante. Juste en quelques mots, vous vous rappelez qu'Enedis est le principal gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en France. Donc, on couvre 37 millions de clients en France, 38 000 salariés. Il y a un peu moins de 3 ans, une démarche, un vaste programme de renforcement de l'action locale d'innovation a été lancé au sein d'Enedis, qui s'est notamment traduit par la création de petites équipes en région qu'on appelle des Enedis Labs, donc qui ont à peu près 2-3 ans à Enedis. Et ces équipes, les Enedis Labs, donc avaient pour objectif, 2 principaux objectifs. Le premier, c'était d'accompagner au plus près nos métiers dans leur démarche d'innovation et puis de créer des liens avec les écosystèmes locaux d'innovation dans une démarche d'open innovation.
Donc nous, sur la direction régionale Aquitaine-Nord que je représente, hein, donc qui couvre les départements de la Gironde, la Dordogne et le Lot-et-Garonne, nous avons une équipe depuis 2021 d'une dizaine de personnes, vraiment dédiées uniquement à l'innovation et notamment l'open innovation. Et donc le concours dont on voit vous parler, hein, qui a été lancé l'an dernier, c'est quelque chose qu'on a pensé autour de trois piliers, hein. Le premier, de façon assez classique, hein, dans le domaine de l'open innovation, c'était d'aller chercher à l'externe des solutions qui nous permettent de créer de la valeur rapidement, hein, avec des échelles de temps assez courtes. Le deuxième pilier, qui est peut-être un peu plus original, c'était d'essayer d'ouvrir au maximum le champ des possibles, c'est-à-dire plutôt d'aller chercher de façon traditionnelle des entreprises du secteur de l'énergie, hein, avec qui on peut avoir l'occasion de travailler soit en local, soit en national. On s'était dit pourquoi pas aller explorer des secteurs a priori éloignés du nôtre, hein, le domaine médical, l'agroalimentaire par exemple. C'est peut-être là qu'on va pouvoir trouver des bonnes idées, des idées nouvelles. Et puis le troisième pilier, c'était de créer un événement assez mobilisateur pour nos équipes. Voilà, ce concours, il correspondait au lancement du lab, donc on voulait quelque chose d'un peu emblématique sur le sujet. Et puis, donc, mon collègue, la Paul, va vous décrire plus précisément le déroulé de ce concours. Il y a aussi un élément important pour nous, c'était de pouvoir trouver un intermédiaire de confiance entre nous et les startups, voilà, quelqu'un qui puisse nous accompagner dans ce concours. Et dans son cadre-là, voilà, Unitech a eu un rôle vraiment très important, à la fois pour dessiner le contenu du concours, les différentes étapes, hein, quelque chose qu'on a construit avec eux, et aussi pour s'assurer finalement que les partenariats avec les startups soient gagnants pour Enedis et puis gagnants pour les startups, c'est-à-dire qu'ils soient capables d'intégrer à la fois les contraintes et les besoins d'Enedis et également le niveau de maturité, le potentiel des startups, et qu'on se lance sur des partenariats susceptibles de répondre aux attentes de chacun. Voilà. Donc ce tiers de confiance, tel que je l'appelle, Unitech, a vraiment été essentiel pour nous dans la réussite de ce concours. Voilà. Donc, Paul, je te laisse la parole. Ouais, je prends le relais depuis le téléphone de Julien. Donc, je reprends pas les éléments d'objectifs dont Julien vient de vous parler. Je vais plus détailler le contenu peut-être du concours de l'année dernière. Et pourquoi est-ce qu'on l'a construit comme cela. Donc, dans l'idée, comme Julien l'a dit, on avait Unitech en tiers de confiance, et puis surtout un grand réseau de startups que représente Unitech, qui à l'époque était de 600 startups accompagnées dans le passé, mais aussi actuellement. Réseau qui s'est agrandi depuis, hein, mais voilà, on était aux alentours des 600 à l'époque. Et comme Julien l'a dit, l'idée était, le piège aurait été peut-être de se renfermer vers des startups dans la thématique de l'électricité ou de l'énergie. Et nous, on a voulu vraiment ouvrir le champ des possibles et partir de ces 600 startups sans préidentifier en tout cas des thématiques de choix. Alors évidemment, partir de 600, c'est énorme pour aller aboutir jusqu'à des POC ou des expérimentations. On a fait une première étape de tri justement avec Unitech où nous avons pu réduire ce nombre à une cinquantaine de startups en écartant plutôt toutes les notions qui étaient trop éloignées de cœur de sujet qu'on pourrait trouver dénichés chez nous en interne. Et donc là, à cette mail-là, nous avions uniquement travaillé, nous, Cellule d'innovation et Unitech, mais dans l'idée, cette idée de provoquer l'idée auprès de nos équipes et d'acculturer nos équipes, et on voulait évidemment que les métiers, l'ensemble des métiers d'Enedis soient au cœur de ce choix de start-up. Donc c'est pour ça que dans un second temps, nous avons fait appel à 25 salariés issus de métiers variés dans notre direction régionale pour présenter cette cinquantaine de startups, faire une journée globale de facilitation à laquelle Unitech était évidemment conviée et nous a beaucoup aidé là-dessus, pour pouvoir faire des choix aussi, restreindre encore un peu plus l'entonnoir et par ailleurs aussi faire connaître les startups globales bordelaises, de l'ensemble du réseau Unitech en tout cas, à nos salariés, même si demain, ou à l'étape suivante, ça n'aboutit pas. Voilà, il y a ces notions d'acculturation aux nouvelles technologies qui étaient aussi faites.
Et la dernière étape, qui est passée donc de 8 startups à 3 finalistes, on va dire à 3 vainqueurs de ce challenge, était vraiment de laisser la main et de laisser la voix à nos métiers, parce que c'est eux en premier lieu qui viendront expérimenter et utiliser les solutions qui seront développées. Et on a fait ça sous la forme d'un petit challenge de pitch format vidéo. L'intérêt était aussi pour nous de pouvoir réutiliser et avoir ce support vidéo pour permettre la communication globale dans l'entreprise de ces produits et solutions. Donc voilà, nous avons fait ce petit mois de vote en interne qui a abouti à 3 startups vainqueurs de ce challenge Unitech et donc trois POC dont Isar en fait partie, et je pense que la transition est toute faite pour Pierre par la suite. Merci Paul, merci Julien. Du coup, en effet, Pierre-Jeanne de Isar va pouvoir nous présenter la collaboration avec Enedis suite à ce challenge. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Pierre, je suis l'un des 2 fondateurs de Isar. Isar est une startup qui propose des solutions de visualisation en 3D, des solutions innovantes qui permettent aux entreprises de proposer des visualisations de leur système, que ce soit des systèmes complexes, mais de façon directement animée, interactive. On utilise pour ça principalement la réalité augmentée, mais on fait aussi un petit peu de réalité virtuelle. Et puis, en fait, l'un de nos objectifs, c'est vraiment de démocratiser l'usage de la réalité augmentée, parce que nous, on propose des solutions, contrairement à ce qui se faisait jusqu'à présent, des solutions qui sont beaucoup plus abordables d'un point de vue financier, d'un point de vue technique également. Alors, il y a eu pas mal d'évolutions, hein. Et puis, on propose des solutions qui ne nécessitent pas d'équipements spéciaux, et notamment, c'est l'un des éléments qui était important d'ailleurs pour Enedis, la capacité de déployer des solutions en réalité augmentée sur terminaux mobiles classiques. Donc maintenant, je vais enchaîner sur la partie qui nous intéresse directement, sur le challenge. Alors là, on vous a présenté le déroulé. Alors il faut savoir que nous, en tant que start-up, on a été sollicité uniquement à partir du moment où il ne restait plus que 8, mais on ne le savait pas. Et on avait donc ce pitch de 3 minutes qu'on a réalisé, qui a beaucoup motivé donc les équipes en interne, qui se sont vraiment mis en dynamique pour ce pitch. Et en fait, il faut savoir qu'à un moment où on a pitché, en fait, on a été sollicité d'abord par Unitech. Et d'ailleurs, je remercie particulièrement Unitech et Thierry de m'avoir relancé, parce qu'initialement, le mail, je l'avais laissé passer. Et donc, on s'est motivé pour pouvoir présenter tout ça. Et derrière, ça a été sélectionné par les collaborateurs d'Enedis. À l'époque, notre positionnement était de proposer des solutions principalement orientées pour les producteurs de vin. Et on était en train de réfléchir à un pivot. Et c'est là que, en fait, Unitech a joué un rôle important en disant, mais finalement, ce type de technologie est aussi adapté et peut être transposé à d'autres secteurs. Et c'est un petit peu ce qui a permis de nous accompagner dans cette transition. Donc la réflexion d'innovation transverse a été assez importante. Ensuite, donc, on a été l'un des 3 lauréats, donc ça, on a été très très contents. Mais surtout, ça nous a permis ensuite de travailler avec les équipes Unitech de façon à définir un périmètre fonctionnel. Parce que contrairement aux 2 autres qui ont quand même des solutions qui sont basées sur des produits, les 2 autres startups, nous, on est plutôt basé sur la prestation. Et donc, il a fallu choisir. On a proposé différentes alternatives. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la décision de prendre comme périmètre fonctionnel de POC le fait de visualiser des zones de sécurité autour des conducteurs à très haute tension dans des postes sources, donc des postes de transformation entre, là en l'occurrence, c'est 63 000 volts et 20 000 volts. Donc, il faut savoir que dans ce cas-là, il suffit pas de, enfin, c'est pas en touchant un conducteur qu'on est à risque. On est déjà à risque si on est à moins d'1 mètre. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Il y a un risque d'amorçage. Et donc finalement, cette zone de sécurité, elle est invisible. Mais la difficulté, c'est comment je l'explique et comment je la visualise. Et donc c'est comme ça qu'on a décidé avec les équipes de réaliser le POC. Et donc vous voyez le planning. Hein, il a fallu un petit peu de temps pour se décider sur le périmètre, sur la localisation et puis ensuite la réalisation. Tout ça a été présenté le 5 juillet et donc ça a permis la réalisation de différentes choses. Donc l'application principale, la réalisation principale, c'est l'application de réalité augmentée directement sur le poste source. Et donc vous voyez sur la première photo en haut à gauche
les câbles qui sont matérialisés avec un conducteur en couleur bleue. Autour de ces câbles, vous voyez des zones d'exclusion qui sont en rouge. Et puis, si on avait une vue un peu plus large, on verrait une zone de sécurité encore plus vaste qui est en orange. Ce qui permet, donc, pour accompagner les intervenants externes, pour leur faire comprendre ces zones de sécurité, ça permet de visualiser directement sur les installations les zones de danger. Et puis, pour pouvoir réaliser ça, on a été amené aussi à faire un scan 3D, ce qui permet de faire une visite virtuelle de l'environnement. On a été amené à créer une maquette pour expliquer ce qu'on avait fait, maquette qu'on a présentée d'ailleurs dans le cadre d'un forum santé et sécurité à Enedis, qui nous a permis d'avoir pas mal de retours sur l'usage. Et puis, on a fait une vidéo qu'on va vous présenter de façon à expliquer ce qu'on a fait. Donc, cette vidéo, vous voyez, on est là, on est sur un... Voilà. Le son. Voilà. Donc la vidéo, vous voyez, on voit on est sur le site réellement, et au travers de la tablette, je peux voir les zones de sécurité, voir les zones sous tension et voir toutes les zones d'exclusion. Bon, il y a différentes fonctions qu'on ne va pas détailler, mais qui permettent maintenant de matérialiser l'ensemble des zones et donc d'accompagner les intervenants dans leur compréhension de ces problématiques de sécurité. En termes d'enseignement, simplement, donc là, nous, la première chose, c'est que ça a été une opportunité très importante. Ça nous a permis, ça nous a accompagné dans notre pivot, puisque aujourd'hui, on est vraiment positionné sur des solutions industrielles. Dans les enseignements, ça a été un vrai engagement des trois parties prenantes, parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur la photo, à la remise des trophées, il y avait le directeur général d'Enedis Aquitaine Nord, le directeur général d'Unitech, et donc les startups. Donc là, on a un vrai engagement des parties prenantes, des moyens financiers qui ont été alloués pour réaliser le POC, c'est important, parce que forcément, il y a du travail à faire. Toutes les équipes, et surtout dont celles d'Enedis, ont été très fortement mobilisées et nous ont accompagnés dans la réalisation. Ça, c'était essentiel, parce que finalement, sinon, ça prend du temps. Et, alors, le temps, ça, c'est un des sujets, évidemment, comme toujours, on a un écart d'échelle de temps entre les grands groupes et les startups, puisqu'il a fallu plus d'1 an pour réaliser tout ça. Mais c'est du classique, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte en tant que startup pour participer à ce type de choses. Il y a de nouveaux développements qui sont en cours, donc d'ailleurs on les a terminés, notamment pour matérialiser des câbles souterrains cette fois-ci. On est dans une démarche de validation opérationnelle, puisque l'outil va être confié aux opérationnels sur la période fin d'année 2024, puisqu'il y aura des travaux dans le poste source qui avait été choisi. Et puis, on a déjà commencé à réfléchir à d'autres collaborations. Donc, on a été contacté par différentes personnes, notamment dans le cadre du forum, pour envisager d'autres réalisations sur le même thème. Voilà, sensiblement, le retour d'expérience que je peux vous faire aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre. Du coup, on va pouvoir avoir un autre exemple de collaboration issu d'un concours avec ST37 Atout HSE et toujours Enedis. Donc, je vais laisser la parole à Carolina, Olivier et Daniel pour nous présenter cette collaboration faite aussi avec Heliopark. Alors, c'est Daniel, c'est moi qui vais commencer. Je suis la responsable de prévention santé-sécurité de la direction régionale Pyrénées-Landes. Donc, c'est la voisine de celle qu'on vient de vous présenter, qui comporte le département des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Donc, du coup, comme ça, on balait un grand sud-ouest. Donc, nous, on a travaillé avec... Faut rester sur la première diapositive. On va rester sur la première un petit peu. Donc, on a travaillé dans le cadre d'un concours qui a eu lieu en 2021 et qui était plus à l'échelle locale, puisque Enedis, localement, est attaché aussi à faire vivre et à donner des chances aux startups. Donc, on a travaillé sur un assistant virtuel en prévention vidéo associé à de l'analyse d'intelligence artificielle. On peut tourner maintenant, s'il vous plaît. Voilà, donc on va juste lancer la vidéo, ça va vous donner une idée de situation qu'on peut vivre chez Enedis. Je vous laisse regarder. Ouais, c'est mieux comme ça. Attention. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, on se trouve confronté à un seuil incompressible d'accidents graves ou mortels.
et on se dit qu'il faut travailler sur l'humain. Donc, quand il faut travailler sur l'humain, parce qu'on a fait beaucoup d'améliorations technologiques, aujourd'hui, ce qui nous reste à travailler, c'est les organisations et l'humain, donc ce qui est un peu plus compliqué. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a proposé donc aux deux startups, à la startup ST37 associée à tout HSE, de travailler avec nous en partant d'un diagnostic qu'on avait des prises de décision tardives, pardon, un peu trop vite. On va vous dire quand est-ce qu'il faut passer. Merci. Voilà, des prises de décision un peu tardives, une normalisation du risque, hein, et puis surtout des situations dynamiques complexes, puisque nous, notre terrain de jeu, c'est pas une centrale, c'est pas des endroits figés, mais c'est des endroits partout sur le territoire, avec des situations qui présentent chacune leur danger. Donc, on a forcément des risques qui sont accrus. Maintenant, vous pouvez tourner, s'il vous plaît. Voilà, donc on a monté une équipe experte, on va dire, et hybride, avec, on va se dire qu'on a eu un projet, une idée et un concours. Et cette équipe experte, on a eu un peu de mal, comme vous l'avez exprimé, à la faire démarrer parce qu'en fait, on n'avait pas le même langage. Hein. La première réunion qu'on a fait, on avait l'impression d'être un peu déconnecté entre le langage de la start-up et le langage du grand groupe, ce qui était assez intéressant et pour les uns et pour les autres. Mais un fil conducteur. Exactement. On avait un fil conducteur qui était notre projet industriel et humain, qui était de viser le zéro accident grave ou mortel. Et on s'est associés pour travailler là-dessus. Et je laisse Carolina vous expliquer la longue histoire et qui nous mène depuis 2019. Oui, donc on est devenu une équipe très soudée. Hein. Donc, je suis Carolina Riquelme, cofondatrice et en charge du développement de ST37, une start-up paloise, locale, qui est spécialisée dans l'analyse vidéo avec intelligence artificielle, avec un brevet international sur tout ce qui est l'analyse des segments de corps, les interactions, les actions, hommes, objets, animaux, situations complexes. Voilà, et donc on fait de l'intelligence artificielle, mais on a au centre de notre activité l'humain, donc ça fait le lien avec aussi le PIH, innovation, mais toujours prendre en compte l'humain dans nos démarches. Et avant de vous décrire toute la chronologie, on venait d'un autre secteur complètement différent, qui est le sport. C'est là où on démarrait, on est une start-up qui a été créée en 2018. Et avec une très grande expérience dans le sport, vidéo-analyse dans le sport. Et donc, via la Technopole Hélioparc, qu'on remercie énormément, on a trouvé notre partenaire à tout HSE, donc expert depuis de très longues années, Olivier en parlera tout à l'heure, en sécurité et prévention dans le secteur industriel auprès de très grands groupes. Et on a fait un duo pour se présenter au concours d'Enedis. Mais avant, on avait déjà fait une autre petite démarche. Donc, c'est pour ça on veut aussi faire un retour d'expérience en indiquant il faut aussi semer, il faut laisser des petites graines pour dire on avait déjà participé en 2019, donc un an après notre création. On était lauréat des trophées locaux IPI, où il y avait déjà Enedis qui participait et Terega, acteur gazier en France. On a aussi participé localement au défilé des créateurs. Le prix a été remis par Enedis, donc c'était l'histoire annoncée d'une collaboration future. 2020, Covid, notre marché s'est effondré, le sport, et on s'est dit c'est le moment de faire le virage parce qu'on voulait aussi s'ouvrir à d'autres applications. On s'est présenté à un premier concours sur les interactions homme-engin pour la prévention des risques. On l'a remporté, cette fois-ci avec un acteur gazier. Et quelques mois après, on s'est engagé dans le concours aussi d'Enedis qui par chance, lancer un autre concours sur la prévention des risques, zéro accident grave ou mortel, comment est-ce qu'on peut aider l'humain avec de l'innovation. Et du coup, on l'a remporté aussi, mais au niveau local. Et puis, à partir de là, c'est un travail de longue haleine, c'est un marathon. C'est une odyssée, on peut dire aussi, mais une très belle. On a commencé à construire le projet, donc on a surmonté, je ne vais pas tout décrire, mais on a surmonté un certain nombre d'épreuves, de challenges, de concours, ayant déjà été lauréat du premier. Donc, on a fait ça local, régional, national. On a représenté à des forums d'innovation. On a représenté lors de rencontres avec les fournisseurs et les tiers qui collaborent avec Enedis. Et on a tout le temps avancé avec le
projet. Donc, ce que je veux représenter ici, c'est une belle expérience de presque 2 ans déjà, hein, où on a créé une équipe hybride qui est super importante. Donc, l'idée, c'est de passer d'une expérimentation à une industrialisation. Et nous en sommes là aujourd'hui. Alors, je vais expliquer, on peut passer la slide. Je vais expliquer de quoi il s'agit. Voilà. Donc, en fait, vidéo, analyse avec intelligence artificielle, mettre l'humain au cœur pour pouvoir prévenir des accidents graves ou mortels. Comment on fait? Alors, comme un sportif de haut niveau, hein, accompagné par son coach, il a besoin de se voir, il a besoin de savoir ce qu'il a fait de façon objective, impartiale, et il a besoin de le faire tout de suite à chaud. Et puis après, le travailler a posteriori. Donc, en fait, on a à gauche la capture. On a commencé par développer un kit avec des caméras, clic-clac, sur le terrain, facile, rapide, une petite mallette, qu'il n'y ait pas de blocage. On s'est dit, on va passer au téléphone portable, on a fait ça, non, on va prendre les flux des vidéos qui existent déjà. Donc, on a tout testé. Et en fait, finalement, on a cette VAR, cette revisualisation de ce qui s'est passé, mais c'est une VAR enrichie parce que tous ces paramètres qui sont juste énormes, que Enedis a beaucoup travaillé au fil des années et qui sont tout le temps en formation, en préparation et que l'agent doit l'avoir en tête, et en fait, c'est l'intelligence artificielle qui est surpuissante, une puissance augmentée, qui va pouvoir les traiter en quelques secondes en direct pour savoir ce qui se passe. Là, on a pris un exemple de travail en hauteur, donc les angles, les positions, aussi bien des objets, des personnes, les interactions, les distances, les mouvements. Et on a identifié les paramètres clés parce qu'en fait, on ne peut pas donner un rapport très complexe en live. Il faut qu'on donne 75% et attention, gros danger ou grosse augmentation du risque. Tout ça, c'est disponible pour les agents s'ils le veulent de suite, s'ils le veulent à la pause pour faire un petit débrief, et aux superviseurs qui sont à distance peut-être et qui peuvent faire le suivi, et puis a posteriori par les formateurs. Donc, j'ai été un peu vite, mais juste pour vous décrire que c'est un travail très riche qu'on a fait main dans la main, coude à coude avec les équipes d'Enedis et qui nous a permis de parler un langage naturel à ces équipes pour qu'elles prennent conscience, que ça soit au-delà d'un outil, une innovation technologique et d'usage, de l'intelligence artificielle par exemple et de la vidéo, mais que ça aille au-delà, que ça soit comme leur assistant virtuel qui vient les aider à prendre conscience et travailler sur ces fameuses neurosciences qui sont au cœur aussi du développement humain chez Enedis. Le dernier point, et on fait la transition, c'est que il ne suffit pas juste d'avoir, juste la slide antérieure, juste d'avoir un outil très puissant. Il faut aussi savoir l'aligner avec un modèle économique. On parle de saut, toujours. Donc, aussi bien pour les startups qui ont besoin d'avancer, mais aussi pour les grands groupes qui ont besoin de gérer dans leur budget et d'avoir un retour sur l'investissement. Donc, on a abouti à un modèle qui était difficile de trouver, c'est-à-dire on paye une licence annuelle, donc c'est du SaaS, et on paye par utilisation. Comme ça motive les métiers à trouver véritablement leur valeur ajoutée et leur application. On peut passer à la slide suivante. Merci. Olivier, notre partenaire. Oui, c'est ça. Donc, bonjour, je me présente en quelques secondes. Donc, Olivier Cazalet, donc cofondateur d'Atout HSE, donc bureau d'études spécialisé dans tout ce qui est prévention des risques à la fois industriels, professionnels ou environnemental pour le milieu industriel, donc qui a été créé il y a 16 ans, qui est basé à Bayonne et qui est basé effectivement à Heliopark. Et Heliopark est effectivement à l'origine de notre rencontre avec ST37. Donc, la rencontre, elle a été relativement évidente puisque en écoutant Carlos et Carolina m'expliquer leur raison d'être, à savoir mettre la technologie au service des hommes. Voilà, moi je me suis retrouvé effectivement dans cette philosophie-là et de pouvoir voir, de pouvoir analyser, de pouvoir mesurer dans un périmètre qui est défini par le client des objets, des individus, et puis essayer de mesurer leur interaction, leur proximité, leur vitesse les uns par rapport aux autres, eh bien, permet à une personne comme moi en tout cas, d'envisager plein de solutions possibles sur plein d'autres sujets. Donc, on avait noté la maîtrise des risques des opérations automatisées. Il faut savoir, et Daniel l'a dit tout à l'heure, depuis une quinzaine d'années, en fait, les accidents du travail mortels en France n'évoluent pas. On est toujours effectivement sur un plafond de verre. Et c'est pour ça que des groupes comme Enedis commencent à travailler sur les interactions avec le cerveau et notamment les neurosciences. Et moi, je crois beaucoup à l'effet miroir. C'est-à-dire qu'être en capacité de pouvoir proposer à un opérateur de revoir ses propres séquences quelques minutes après ou
plus tard à l'occasion de formation, de revoir ses propres séquences et d'apprendre de ses erreurs. C'est ça qui est fondamental effectivement avec cet outil-là. On peut avoir une réponse immédiate et dans l'urgence et le retirer de la position de danger, mais on peut aussi le faire grandir à froid au cours de formation, au cours de débriefing. Donc, pouvoir cadrer, mesurer des opérations à haut potentiel de perte, ça peut être très, très intéressant pour des industriels. Je pense au secteur aéronautique, nucléaire, de l'énergie, etc. 87% des maladies professionnelles sont des troubles musculo-squelettiques. Donc, on sait qu'on passe sur des gestes répétitifs, des postures, la manutention manuelle. On sait qu'on est face aussi à des problèmes d'angle, d'absence de mouvement ou de trop plein de mouvement. Pouvoir le mesurer, pouvoir le séquencer, pour pouvoir les revisualiser, pour aménager un poste, pour revoir l'organisation du poste de travail, ça peut être très, très intéressant également. Et le dernier exemple, la dernière solution qui pourrait être aussi utile avec l'outil technologique d'ST37, c'est la prévention de la circulation dans le cadre professionnel. 70% des accidents mortels au travail, c'est la route. Donc moi, j'aimerais effectivement, je rêverais même pour moi personnellement, avoir une caméra qui puisse me dire, voilà, sur 1 heure de trajet, et bien concrètement, quel est le temps que j'ai passé en dehors du cadre, effectivement, qui est celui de l'axe de la route. Donc c'est ça qui est intéressant, cet effet miroir qui peut être très puissant. Merci Olivier, toujours voilà, très, très visionnaire hein, et avec de diverses applications de par l'expérience qu'a toi chez eux. Retour d'expérience brièvement, on va peut-être se répéter un petit peu avec Isar, mais bon, ça veut dire quelque chose. La clé de l'innovation, la clé du succès, pardon, c'est ce que j'ai mentionné avant, c'est non seulement une innovation qu'on va apporter, mais aussi trouver le modèle économique. Et après, on a tout le positif qu'on a. Oui, on en a déjà parlé. Hein, donc, une équipe hybride soudée, c'est vrai que c'est une belle découverte pour les deux parties, hein, tant pour les startups que pour nos grands groupes. Voilà, donc on a été ambassadeur, on a trouvé un sponsor national. Dans notre plan stratégique, on a intégré ça. Au niveau du réseau prévention, on commence à mailler l'ensemble des autres régions. On a participé à des concours au niveau national et du coup, ça permet de commencer à faire rentrer aussi l'intelligence artificielle dans nos métiers, puisque Olivier l'a très bien décrit. Hein, on voit plein de situations dans lesquelles on pourrait utiliser ça. Exactement. Voilà. Donc c'est plus du jargon, c'est plus une boîte noire. Hein, c'est du concret aujourd'hui. Voilà. Et bon, un petit peu la montagne russe qu'on a aussi décrit, que Isar a décrit. Voilà, les projets sont compliqués parce qu'on innove, il faut très très bien les cadrer, donc ça prend beaucoup de temps, c'est pas toujours évident et il faut de la volonté. Donc quand c'est inscrit dans un projet stratégique, il y a encore plus de volonté, mais il faut s'accrocher parce que voilà. Et puis les startups sont dans leur terrain avec leur thématique, leur jargon, donc il faut la faire comprendre, donc il faut aussi vouloir avancer. Je rajouterai aussi la gestion administrative. Quand il faut faire avancer les dossiers, on a très envie, mais parfois c'est pas évident parce que c'est un grand groupe, parce qu'il y a beaucoup de procédures, donc il faut aussi l'anticiper, le savoir. Dans notre cas, il y a des informations sensibles, qui doivent être abordées. Par exemple, le fait d'enregistrer. De capter une vidéo, d'avoir la reconnaissance faciale possible, d'avoir aussi des situations très sensibles, des informations aussi au niveau de la sécurisation des informations, donc où est-ce que toutes les données sont logées, etc. Donc il y a plein de choses où il faut aussi passer du temps et puis puis les avoir très claires, pour rassurer tout le monde et puis travailler dans le cadre. Les temps complètement différents, start-up, grand groupe, donc voilà. Mais il faut s'adapter, il faut trouver. Donc il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre. Et après aussi, nous on a ressenti, à part toutes les étapes qu'il faut franchir, aussi des procédures qui sont dans les grands groupes, comme par exemple ici le COI. Donc, c'est des procédures de validation. Il faut attendre jusqu'à ce que ça soit convoqué. Il faut présenter le dossier. Donc, on a dans un formalisme bien particulier. Dans un formalisme bien particulier, avec des personnes aussi qui ont été briefées, qui ont été préparées. Donc, nous, start-up, c'était vraiment
voilà, un gros effort de coacher tout le monde, de préparer. On avait l'impression d'être tout le temps en championnat. Voilà. Et puis après, une chose importante, c'est vrai, il y a des budgets pour le POC, mais aussi, il faut savoir utiliser ce budget pour une très longue durée dans notre cas et vraiment y croire. Donc, parce qu'on n'a pas toujours, il faut s'investir parfois, il n'y a pas de budget à côté. Donc, il faut attendre, savoir valoriser les opportunités, les portes qui s'ouvrent et savoir valoriser que bon, ça prend du temps, mais il y a du retour. Donc, ça aussi pour les startups, il faut le prévoir. Hein. Grand groupe, ça prend du temps et il faut de l'investissement du côté de la startup. Et voilà, il faut de l'investissement des deux côtés et en tout cas, ça fait une belle réussite qui est partie d'une idée, d'un projet, d'un balbutiement. Hein. Je pense qu'on peut vraiment le dire comme ça quand on regarde dans le rétroviseur. Et aujourd'hui, on est aux portes de l'industrialisation. Il reste encore du travail à faire, mais en tout cas, je pense qu'on peut dire que à 3, on a fait un beau travail. Ah oui, bravo. On est satisfait. Merci beaucoup. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous tous, à tous les intervenants. N'hésitez pas, pour les participants, à poser vos questions directement dans le chat. Peut-être, je me lance avec une première question pour tout le monde. Dans le cadre de cette collaboration grand groupe startup, comment avez-vous géré la propriété intellectuelle des différentes collaborations que vous avez pu avoir ensemble? Je ne sais pas qui veut commencer. Je peux commencer si vous voulez. Alors, nous, je l'ai mentionné au tout début, on a un brevet international sur la recette qu'on a pour faire l'analyse vidéo avec la technologie qu'on utilise, avec l'intelligence artificielle, la méthode. D'accord? Donc, cette propriété industrielle, elle appartient à ST37. Et en fait, c'est une application, une personnalisation qu'on a fait de la base qu'on a développée, on va dire 80% de la solution, c'est déjà la base qu'on a développée, donc celle qui nous appartient. Et 20%, c'est de la personnalisation. C'est-à-dire, on va personnaliser les paramètres qui vont être utilisés, donc les paramètres qui nécessitent des algorithmes spécifiques, peut-être, donc, on va les adapter au sujet concret d'Enedis. Donc, c'est une personnalisation de l'outil. Donc, dans ce sens, on avait défini depuis le début, je pense que c'était très clair, on en avait beaucoup discuté pour bien comprendre. Et dès le début, on avait dit, bon, OK, la propriété intellectuelle de l'outil qui est déjà développé appartient à la startup, mais la personnalisation et l'application, font partie du projet Enedis. Et comme le modèle économique est aussi tourné dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est une licence d'utilisation qui est payable annuellement, plus ça plaît après des paiements paiement à l'usage, pay per use. Donc en fait, ça renforce encore plus la transparence de qui appartient à qui et comment est-ce qu'on utilise l'outil. Très clair, merci. Pierre, tu veux dire un mot? En complément, là, Julien, effectivement, dans les 3 cas d'expérimentation, on n'a pas été dans des phases de co-développement, donc la propriété intellectuelle est restée du côté des entreprises et des startups, et on est plus sur des cas d'usage, d'application de technologie. Oui, juste pour compléter, donc en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a quand même développé une plateforme qui permet de projeter la réalité augmentée de façon plus simple, parce qu'il y a toute une partie finalement qu'on n'est pas obligé de refaire à chaque projet. Mais bien sûr, le projet tel qu'on l'a défini pour Enedis n'est que pour Enedis, et donc là, il y a des accords de confidentialité dans les données qui sont utilisées et éventuellement transmises qui cadrent les choses. Donc, on n'est pas dans la propriété intellectuelle à proprement parler, mais néanmoins, il y a quand même un cadre qui permet de dire ce qu'on diffuse et ce qu'on diffuse pas. Et donc, ce qu'on a fait n'est disponible que pour Enedis. Voilà. Très clair, merci. On a une question de François dans le chat qui nous demande, Olivier, Carolina, comment vous avez décidé un peu d'innover ensemble et de répondre conjointement au concours, à l'appel à projet Enedis? Comment ça s'est passé un peu plus dans les coulisses, peut-être? Olivier, tu veux Carolina? répondre? Ouais, Oui. juste un mot. Alors, d'une part, parce que Carolina est très convaincante,
Et d'autre part, parce que moi j'étais convaincu effectivement que la solution pouvait être quelque chose à explorer, en tout cas un chemin à explorer, parce que je le répète, hein, les accidents du travail mortel en France, ils ne bougent pas depuis une quinzaine d'années. Donc il y a forcément quelque chose qui n'est pas fait ou qui n'est pas exploré. Donc c'était aussi une manière d'explorer une autre voie. Et voilà, donc moi c'est de ce postulat-là que je suis parti effectivement très convaincu avec ST37 sur le sujet. Merci Olivier. Et de notre côté, on savait, voilà, par l'expérience antérieure, on savait qu'on ne pouvait pas se présenter un nouveau concours juste en présentant la partie technologique, parce que bien sûr, on allait nous demander, mais est-ce que c'est déjà avéré, est-ce que c'est déjà testé en usage, etc. Donc, notre premier marché, c'était le sport. Et du sport à l'industrie, c'est vrai que l'industrie adore le sport, adore le rugby ici, mais, et sponsorise et accompagne, etc. Mais il y avait quand même, il nous fallait une crédibilité. Et puis aussi, pour pouvoir comprendre véritablement et sortir de la valeur ajoutée de cet outil, il nous fallait aller au cœur du sujet des spécificités de chaque métier. Et c'est là où A2HSE pouvait nous accompagner en nous expliquant exactement, ben écoute, c'est ce paramètre-là parce que il est en lien avec cet autre paramètre-là et c'est ça qui va faire la différence. Et nos yeux, nous, de technologues ou d'une autre vision plus de coaching sportif ou d'entraînement sportif, d'analyse sportive, n'allaient pas forcément donner on n'allait pas toucher la bonne cible. Voilà. Merci. Autre question. Eva qui nous demande est-ce qu'il y avait des thématiques préalablement identifiées pour répondre à l'appel à projet concours? Paul et Julien, on peut expliquer que c'était assez large si vous voulez compléter. Et Daniel également après également. Oui, bah alors nous, du coup, c'était, comme on le disait, assez large. On ne s'est pas du tout fixé sur des thématiques de start-up, ni en interne sur des thématiques ou des problématiques métiers. On a plutôt fait émerger les deux en simultané, c'est-à-dire ne pas se fermer trop de portes côté start-up. La preuve en est avec Isar, qui de base était dans la thématique du vin, pas du tout de l'énergie. Et côté métier, c'est lors des différents travaux et des différentes étapes qu'ont émergé, en prenant assez largement divers métiers, on va dire des cas d'usage qui pouvaient coller aux startups. Donc, de notre côté, c'était pas un point d'entrée, ces restrictions-là. Alors, pour nous, c'est exactement pareil. En fait, l'idée au départ, c'était pas d'avoir une thématique ciblée, mais c'était plutôt d'aller chercher des compétences nouvelles et ce que pourraient nous amener des startups. Donc, en fait, on leur a demandé, mais montrez-nous ce que vous pouvez faire et après, on réfléchira ensemble à comment on peut l'adapter à nos métiers. Et c'est à partir du moment où on a évalué que voilà, cette solution, elle nous paraissait intéressante. On a recherché ensemble avec la start-up un cas d'usage qui puisse fonctionner. D'ailleurs, ça nous a pris un petit peu de temps aussi pour se caler au départ. Ah oui. Mais parce qu'il fallait bien trouver un sujet qui nous permette, dans le budget, dans le temps alloué, voilà, qui corresponde à tous les critères. Et le but était que ça fonctionne au bout de la démarche, ce qui a été le cas. Mais en aucun cas, on est parti d'une thématique précise. Et alors, pour compléter, en fait, nous, on est parti de ce qui avait été demandé dans le cadre du challenge, mais en fait, on a fait une partie du chemin en proposant des usages possibles à partir de la technologie qu'on maîtrisait, qui était la technologie de réalité augmentée sur smartphone, et on a proposé différents usages possibles dans le cadre de la petite vidéo qu'on a délivrée et qui nous a permis ensuite de remporter le challenge. Et j'ai vu qu'il y avait une question sur quels étaient les deux autres lauréats du challenge Enedis sur la partie Aquitaine Nord. Donc, il s'agissait de l'IBU qui propose une solution d'éclairage qui respecte les cycles circadiens, donc, qui permet d'améliorer le confort au travail notamment. Et il s'agit de Kiko, un système qui travaille avec de la, comment dirais-je, Les antivols connectés. Ouais, c'est ça. En l'occurrence, c'est l'usage qui a été utilisé par Enedis. Leur solution me permet de faire plus que ça, mais on est sur de l'Internet des objets et là, en l'occurrence, un usage d'antivol connecté.
Voilà, merci Pierre pour la question de Thierry que j'avais vu aussi. J'attendais la perche pour répondre, mais voilà, en effet, c'est une belle mise en lumière de deux autres startups, Libu et Go4IoT pour les balises Kiko. Et donc là où avec Pierre, on travaillait plutôt sur un sujet de prévention santé-sécurité, hein, un peu comme nos collègues de Pyrénées-Landes. Libu est plus sur un sujet de qualité de vie au travail pour nos équipes qui sont en 3-8. Et donc Go4IoT, on va dire une double thématique, le vol de matériel ou de carburant, typiquement sur certains chantiers que nous avons, mais aussi l'utilisation d'outils de manière collaborative et donc tout ce qui peut être amélioré dans la collaboration entre nous, les humains, et notamment les agents de base qui partagent ces outils-là. Donc voilà, merci à Thierry et à Pierre pour aussi la mise en lumière de ces deux startups. Très clair. Merci Paul. Alors, je reviens sur le cas d'usage développé par Daniel, Carolina et Olivier. Une question de Séverine. Est-ce qu'il y a eu un retour quantitatif sur les accidents et presque accidents évités? Question un peu difficile. Oui, voilà. Aujourd'hui, vous comprenez bien que cette question, déjà, elle est prématurée, hein, puisque aujourd'hui, on a étudié un cas d'usage, mais on n'a pas développé au sein des équipes. Mais ce qui est certain, c'est que l'effet miroir et l'effet analyse, oui, on se dit que effectivement, ça pourra avoir un retour sur le quantitatif, mais reste à mesurer que c'est vraiment cet élément-là qui nous permet de dire que oui, c'est vraiment grâce à ça, quoi. En fait, quand on va réussir à éviter ça, ça sera une somme de plusieurs choses. Et cet assistant-là sera une aide, mais ça sera pas tout seul, quoi. Ça va pas être le déclic magique qui va nous permettre effectivement de ne plus avoir d'accident demain. Ça serait trop facile. Oui. Après, je comprends la question parce que c'est un retour sur investissement. Hein. Oui. Pourquoi je vais investir, hein, et quel est financièrement, il faut le mesurer aussi. Hein. Surtout l'impact qu'a sur c'est très très coûteux, hein, un accident grave ou mortel, coûteux, intangible et tangible. Donc en fait, nous on est parti de la base qu'on va, c'est comme une formation, c'est-à-dire si je me forme bien, hein, si je m'entraîne bien, si je prends conscience, c'est-à-dire si je développe toutes mes compétences, hein, et c'est là, c'est une plateforme plutôt pédagogique pour accompagner l'agent, et ça reste à l'agent de donner le rendu. Hein. Donc en fait, comme disait Daniel, c'est une somme de plusieurs outils et performances qui va donner résultat. Voilà, et le but, en fait, c'est d'avoir la sécurité intégrée et que la sécurité, elle soit portée par l'ensemble des salariés qui sont convaincus et qui vont pas répondre à une directive appliquée. Voilà, c'est vraiment, on est sur la sécurité intégrée et c'est chaque individu qui intègre. Et cet outil, nous, on le mesure comme un facilitateur à intégrer les choses. Au cœur de l'outil, l'humain. C'est ça. Oui. Très clair, merci. Question de Benoît, un peu sur la suite à donner. Est-ce qu'il y a des initiatives similaires de collaboration Enedis, start-up qui sont prévues dans les mois ou années à venir? Et je pense qu'au-delà de ça, la question, c'est aussi à quel rythme souhaitez-vous lancer ce genre d'initiative? Ouais, Julien, nous, de notre côté, la priorité, hein, vraiment, là, dans l'immédiat de l'année 2023, c'est de faire aboutir les expérimentations en cours. Donc, on a les 3 experts dont on vient de parler, là, qui sont issus du concours Unitech, puis on en a 2 autres en complément. Donc c'était un sujet de discussion et d'échange avec Unitech en début d'année, hein, savoir quelle était notre stratégie là pour les 1 ou 2 ans à venir. Voilà, le choix c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de ce qui est en cours, de capitaliser dessus avant peut-être de se relancer dans un autre concours sous un autre format éventuellement. Après évidemment on reste ouvert à des opportunités qu'on peut voir à droite ou à gauche, hein, et bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, il y aura pas de nouveaux concours là, d'envergure dans les mois qui viennent. Hein. Voilà.
Merci. Daniel, si vous voulez dire un mot sur le sujet. J'ai Marion qui est connectée et qui est notre référente innovation, donc je laisse plutôt répondre Marion sur le sujet. Marion, tu nous entends? Alors moi c'est Marion aussi, mais je pense que Marion Alberni dont vous parlez ne peut pas parler puisqu'elle est en mode invitée. Ah oui, elle est en mode invitée, pardon. Écoutez, alors à ma connaissance, je mets voilà, sous toute réserve, je vais faire la même réponse que Julien. Dans l'immédiat, moi, j'ai pas non plus connaissance de concours qui soient lancés. Mais c'est toute réserve d'Enedis Lab où j'ai pas toute la vision. Peut-être que Marion peut. Sur le chat, peut-être, Voilà. Marion, on va mettre un petit on commentaire. va essayer d'activer le micro de Marion. Bon, mais en tout cas, priorité au développement des collaborations identifiées. On a bien compris. Oui. Très clair. En attendant, peut-être juste pour revenir également au sujet, question de Marion, mais Claverie cette fois, quel est l'avantage du mode concours par rapport à un mode de collaboration peut-être plus traditionnel? Alors, je sais pas si- De notre côté, c'est ce que je disais, il y avait une dimension un peu d'embarquement de nos équipes. Hein. Donc le sujet autour de l'acculturation, d'avoir un événement médiatisable entre guillemets, voilà, c'était quelque chose d'important et qui vient assez naturellement hein, sous le format de concours. Merci. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, donc excusez-moi, j'ai peut-être un peu coupé Julien, mais je n'avais pas vu qu'il était en train de parler. En fait, le fait de passer par ce type de concours, c'est vraiment la capacité qu'on a à aller chercher des sujets qui n'étaient pas prévus. Donc ils l'ont un petit peu dit en introduction, l'idée étant de venir chercher de l'innovation un petit peu sur les autres sujets. Et là, c'est aussi valable du côté des startups parce que on n'aurait jamais imaginé participer présenter ce type de choses si ça n'avait pas été par le biais de ce concours. Donc le concours permet à la fois à l'entreprise, le grand groupe, de décaler sa vision et à la startup de proposer des choses qu'elle n'aurait pas pu proposer dans d'autres situations, ou en tout cas probablement que son offre n'aurait pas été recevable. Donc c'est vraiment une situation qui est particulièrement intéressante pour les deux parties. Très bien, merci. Bon, question de Yamina, rassurez-nous, est-on obligé d'attendre un concours de grand groupe pour essayer de collaborer avec un grand groupe en tant que start-up ou est-ce qu'on peut aller directement vous voir également? Oui, bien sûr, effectivement, hein, le concours est pas indispensable. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, ce concours, ça a été un événement assez marquant et assez structurant hein, de l'année dernière. Donc il y a effectivement cette volonté d'aller jusqu'au bout là, des expérimentations en cours. Mais effectivement, on continue à avoir des échanges en direct, soit avec des startups qui nous contactent, soit des startups qu'on repère sur des salons. Donc le champ des possibles reste complètement ouvert, hein, tout à fait. Très bien, merci. Alors Marion Alberni, votre micro est en théorie activé. Si vous voulez à tout moment compléter une des réponses aux questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour tout le monde. Du coup, j'avais commencé à écrire dans le chat, mais ça me prendra moins de temps de parler. Donc, je rejoins ce que disait Julien, c'est-à-dire qu'en fait, le passage par un concours, c'est pas forcément un préalable. D'ailleurs, sur Pyrénées-Land, ça fait un petit moment qu'on n'a pas relancé de concours start-up. Par contre, on s'associe à des événements locaux, comme là, par exemple, le Startup Challenge qu'organise Hélioparc dans 2 semaines. On travaille également, comme je disais, avec l'écosystème local, donc avec Isarbel, avec Hélioparc, avec la Mêlée Adour. Tout ça aussi, c'est pour nous aider, nous, à détecter des startups dont le cœur de métier pourrait correspondre à nos besoins. Donc, c'est vrai qu'il y a la possibilité des concours startup quand il en est organisé, mais on est aussi capable de faire appel à des startups locales sur des sujets quand on en a besoin et sur une compétence bien particulière. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais... Très clair. Merci beaucoup, Marion. Je regarde si on n'a pas d'autres questions. Allez, peut-être juste une dernière question. Il nous reste encore quelques minutes. C'est Jérémy qui a posé la question plus haut. Comment se servir de ces références
alors c'est plutôt adressé pour les startups ici, hein, comment se servir de ces références que vous créez avec des grands groupes quand parfois la discrétion est plutôt de rigueur. Donc voilà, encore une question un peu sur la propriété intellectuelle, mais avez-vous toute liberté à expliquer les cas d'usage que vous avez pu développer et quelles sont les éventuelles restrictions que vous pouvez avoir? Alors, effectivement, il y a des restrictions dans ce qu'on peut effectivement dire. Il y en a un certain nombre qui ont été définies par les gens d'Enedis. Donc, ça, on se met d'accord. Ensuite, la communication, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais valider par les gens du lab, de façon à ce qu'on puisse effectivement mettre en valeur quand même ce qu'on a fait, sans révéler des choses qui sont considérées comme confidentielles par le groupe. Donc ça, mais finalement, c'est les mêmes démarches que l'on a avec l'ensemble des grands groupes. Effectivement, on a souvent des restrictions dans la communication qu'on est capable de faire. Par exemple, sur la vidéo, on a retravaillé plusieurs fois sur la vidéo de façon à la rendre plus adaptée à la communication. Mais bon, c'est des processus relativement classiques et finalement, on est relativement habitué. Pareil en ligne, on en parlait avec Daniel. On s'était bien sûr, et puis c'est codé hein, aussi depuis le début, avec le concours, etc., ou même après la relation qui s'établit. Il faut toujours être aligné au niveau de la communication parce que c'est aussi des sujets sensibles, stratégiques, aussi une exploration des technologies, donc peut-être une avancée technologique à introduire. Donc, comment mettre en valeur pour la start-up le travail qu'on est en train de faire et pas rester dans l'ombre? En fait, c'est un peu un teaser. Hein. C'est essayer de voir comment est-ce qu'on le présente sans trop dire. Mais en ouvrant une petite porte et en laissant la curiosité amener peut-être l'interlocuteur à parler de son cas de figure sans dévoiler ce qu'on est en train de faire. Voilà. Mais ça apporte, nous, ça nous a permis de mettre en avant déjà une collaboration dans le secteur industriel. Et puis après, voilà, juste la possibilité de mentionner Enedis. Et puis après, c'est dans l'imaginaire de l'interlocuteur qui va commencer à imaginer de possibles applications. Et puis, peut-être pas celles qu'on est en train de faire, mais d'autres. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce webinaire. Un grand merci à tous les intervenants. Voilà. Merci beaucoup également à Marion d'Hélioparc qui nous a aidés pour l'organisation de ce webinaire. Le dernier webinaire numéro 4 du groupe de travail Innovation partagée de NAT aura lieu le 28 novembre et les communications vont partir, je pense, d'ici quelques semaines. Merci beaucoup et puis on va vous faire partager un petit questionnaire à la suite de ce webinaire. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.